confinement, je l'ai déjà dit, a beaucoup d'inconvénients, mais il a eu aussi le gros avantage de faire apparaître aux parents le difficile métier des enseignants. Et je crois que les parents ont réalisé à quel point faire la classe à ses enfants en primaire, au collège, bon, au lycée aussi, était beaucoup plus difficile qu'ils l'imaginaient. Et donc ça amène les parents à se retrouver dans une situation un peu complexe, puisqu'ils disent à leurs enfants « bon, il faut travailler, il faut que tu y arrives à l'école, faut que... » Et puis en fait, quand c'est à eux de faire la classe à la maison, il y en a un certain nombre qui sont en difficulté, non pas seulement à cause du niveau, parce qu'il y a la question du niveau qui se joue dans un certain nombre de cas. Je suis en tant que parent, des fois, pas suffisamment cultivé pour pouvoir enseigner à mes propres enfants, mais aussi par rapport à la manière d'être non plus parents seulement, mais parents et enseignants. Et évidemment, les parents qui se retrouvent dans cette situation-là peuvent éprouver des difficultés quand ils voient que leur enfant, au lieu de faire ce qu'ils leur demandent, font autre chose, pensent à autre chose, sont distraits, etc. Et donc sont soumis à quelque chose qui souvent les surprend un peu. Donc à ce moment-là, ce n'est pas très difficile d'imaginer s'ils avaient 30 enfants comme ça à la maison, dans quel état ils seraient. Donc que les parents rencontrent une difficulté, c'est tout à fait normal. Alors voilà, je pense qu'il faut que les parents puissent faire, au fond, état de « je ne suis pas enseignant, donc je vais être un enseignant suppléant, je vais faire à la place de l'enseignant ce que je peux, donc il faut que je fasse ça de façon très, au fond, rationnée. Il ne faut pas penser recommencer tout ce que l'enseignant aurait pu faire, lui, à l'école. Il faut que le parent fasse ça de façon rationnée, c'est-à-dire quelles sont les choses importantes sur lesquelles je vais passer un peu de temps avec toi, mon enfant, et surtout, je te laisse du temps après pour que tu puisses te débrouiller pour apprendre ce qu'on a vu ensemble, et un peu plus tard, on verra si tu as retenu quelque chose, si tu as compris quelque chose. Et si tu as besoin de moi, tu peux toujours venir me trouver. C'est-à-dire, j'insiste beaucoup sur le fait qu'il faut que le parent puisse présenter les choses à son enfant de façon qu'il fasse son travail d'éducateur suppléant, d'enseignant suppléant, mais qu'il laisse à son enfant du temps pour pouvoir faire un travail personnel. Et que le parent ne soit pas là, on pourrait dire vulgairement, sur le dos de son enfant en permanence. Parce que là, ça va donner ce que les parents connaissent bien, parce qu'ils ont depuis longtemps passé beaucoup de temps à faire leurs devoirs avec leurs enfants après l'école, bien en dehors du confinement, et ils se sont rendus compte que quand on était trop sur le dos de son enfant pour faire les devoirs pour demain, ça donne les résultats contraires à ce qu'on cherche. Donc il faut que les parents soient rationnés, je consacre un peu de temps, je me mets d'accord avec toi, mon enfant, sur ce que tu vas faire, ce que tu dois apprendre, etc. Et dans un certain temps, on verra un petit peu ce que tu as fait. Et je te laisse libre d'organiser les choses comme tu le souhaites, quel que soit l'âge de l'enfant en question. Plus il est grand, évidemment, plus c'est évident. Mais quand il est plus jeune, qu'il est en primaire, par exemple, c'est très important de lui dire « je ne vais pas apprendre à ta place ». Je vais te mettre en condition que tu puisses apprendre de façon à ce que tu puisses progressivement intérioriser le fait que apprendre, c'est ton affaire et pas la mienne. Et je crois qu'à ce moment-là, les choses changent un peu de manière de faire, et l'enfant, plutôt que de se retrouver dans la situation qu'il connaît par cœur de « il faut que je fasse mes devoirs avec maman ou avec papa après l'école », et souvent ça dure des heures, et tout le monde sort fâché, et à ce moment-là, la scène de famille survient à tous les coups. Les enfants ayant cette expérience, les parents aussi, il ne faut pas que quand le parent est enseignant suppléant, il mette son enfant dans ces conditions-là. Il faut qu'il lui fasse confiance, là encore, qu'il lui demande de faire quelque chose dont l'enfant rendra compte un peu plus tard, et que l'enfant s'organise avec un temps qui est son temps à lui. Et ça, je crois que ça permet à l'enfant de découvrir que la curiosité intellectuelle, personne ne peut l'avoir à sa place. Et il faut que lui puisse avoir envie de faire tel et tel devoir, telle et telle leçon, tel et tel apprentissage, parce que ça va l'enrichir. Le port du masque, donc, vous avez bien vu, les enfants sont rentrés à l'école, et puis dans un deuxième temps qu'on a dit, à partir de 6 ans, à partir du CP, il faut qu'ils portent le masque. Donc,
il y a eu toute une ambivalence des adultes par rapport à ce port du masque qui a été relayé par les enseignants. Et puis, finalement, maintenant, la règle, c'est qu'à partir de 6 ans, on porte le masque. Bon. Alors, il faut, comme toujours avec les enfants, expliquer pourquoi le masque est important, expliquer que ça a de l'importance pour l'enfant, mais que ça a de l'importance pour son environnement. Et après, il faut là encore faire confiance à l'enfant. Les enfants de 6 ans sont tout à fait capables de comprendre que ce qui est bon pour eux est aussi bon pour leur environnement. Et que si jamais ils ne veulent pas mettre le masque et qu'ils se mettent en tête de déroger à cette règle générale, eh bien ils se mettent eux-mêmes en péril et ils risquent aussi de mettre les autres en péril. Et il faut laisser l'enfant s'organiser par rapport à ça. On ne peut pas lui mettre le masque de force. Il faut faire appel à son intelligence, il faut faire appel à sa maturité, à sa responsabilité. Et à partir de 6 ans, 7 ans, on a dit souvent que l'âge de raison était à 7 ans. Moi, je crois qu'aujourd'hui, on peut dire 6-7 ans. Eh bien, on peut faire appel à l'intelligence de l'enfant. Et je crois que si on lui explique de façon détendue, qu'il va concourir à endiguer la pandémie en étant responsable de son masque, comme le petit prince était responsable de sa rose, eh bien, cet enfant va accepter de mettre son masque et ça ne sera l'objet d'aucune inquiétude de la part ni des enseignants ni des parents si on se met enfin à faire confiance aux enfants dans la plupart des cas. Comment un enfant qui est fasciné par les images que l'écran auquel l'écran lui permet d'accéder, c'est quelque chose qui est, on pourrait dire, un phénomène très addictif. Et il ne faut pas négliger cette dimension-là, et c'est normal que les parents s'inquiètent des consommations, on pourrait dire, addictives des écrans par les enfants. Alors, on est passé dans une période pendant laquelle cette addiction a été, on pourrait dire, socialement admise, c'est-à-dire que comme tout le monde était confiné, qu'on communiquait beaucoup les uns les autres par le moyen de la vidéo, de la télé et tous ces trucs-là, évidemment, on pourrait dire la consommation d'écran par jour et par enfant a été augmentée de façon considérable, bien entendu. Mais à circonstances exceptionnelles, événements exceptionnels. Donc là, je crois qu'on peut considérer que les confinements, c'était des circonstances exceptionnelles et que la consommation d'écran a été importante pour les raisons de la cause. Bon. Mais là, je crois qu'on est sorti de ces périodes de confinement et quand on va en sortir, en tout cas, il faut commencer à préparer les enfants au fait qu'on va revenir aux choses antérieures. Et les choses antérieures, c'est une consommation réglée d'écran par les enfants. Les petits bébés de 0 à 3 ans, pas d'écran du tout. Je crois que c'est tout à fait juste de tenir cette position-là. Entre 3 et 6 ans, on peut accéder un peu à la télé en présence de ses parents et on éteint au bout de pas longtemps, on discute de ce qu'on a vu ensemble, etc. Entre 6 et 9, on peut accéder à l'ordinateur en présence des parents et on peut chatter avec ses copains, etc. Mais en présence des parents, il n'est pas question que tout ça, ça se fasse en douce. Et puis à partir de 12 ans, on peut accéder à Internet en présence des parents. Puis au fur et à mesure où la confiance se développe entre le parent et l'adolescent devient plus autonome dans ce domaine. Mais on voit bien que si les parents arrivent à tenir cette position-là, qui attend à devenir une position un peu générale, qui est par exemple recommandée par l'Association internationale des pédiatres, eh bien on voit bien que c'est plus facile pour les parents de dire écoute, c'est l'Association internationale des pédiatres qui recommande que ça soit tant d'heures par jour, eh bien on va s'en tenir là. Plutôt que, en tant que parent, de dire moi je ne veux pas que tu fasses plus de tant d'heures par jour. Et à ce moment-là, l'enfant se dit y a mon copain, lui, ses parents, ils veulent bien le double des heures que tu veux. Et les parents ne s'en sortent pas. Donc, de faire appel à un tiers qui est un peu une instance régulatrice, je crois que ça va vraiment aider les parents à se sortir de cette logique addictive et ça va aider les enfants à ne pas considérer que les écrans sont cette espèce de fenêtre sur le monde qu'ils croient qu'elle est. Et je crois qu'il faut qu'ils se rendent compte que la plus belle fenêtre qu'ils ont sur le monde, c'est leur capacité d'imaginer, leur capacité de fantasmer, leur capacité de rêver. Et je crois que s'ils consomment trop d'écran, ils amputent leur capacité d'imaginer d'autant. Et on sait que c'est
toujours ça de perdu pour la future curiosité intellectuelle et donc pour la cognition, pour les apprentissages et pour l'être en société. Donc je crois que c'est très important d'aider les parents à tenir bon sur ces choses-là. Et je crois qu'une psychologue qui travaille à la mairie, Adeline Dubreux, développe des conférences pour aider les parents à comprendre tous les mécanismes qui président à cette manière de penser la santé publique.